Bonjour et bienvenue. Au cœur de toute innovation, il y a un défi, un vrai casse-tête. Une fois qu'on a créé quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'on en fait? On garde ça pour soi, bien verrouillé, ou au contraire on le partage avec le monde entier? C'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Alors, mettons-nous en situation. Imaginons qu'on invente une technologie qui pourrait tout changer. Le réflexe, ce serait quoi? Verrouiller l'invention pour en tirer un maximum de profit au risque que personne ne s'en serve? Ou alors l'ouvrir, la partager, même avec des concurrents, pour qu'elle s'impose partout et devienne la norme? En fait, ça se résume à ça. D'un côté, la stratégie du contrôle. Là, l'objectif est clair. On veut la plus grosse part du gâteau possible en créant un monopole. Et de l'autre côté, la stratégie de l'ouverture. L'idée ici, c'est de faire en sorte que le gâteau lui-même devienne énorme, en faisant de notre technologie un standard. Deux philosophies, deux stratégies qui semblent totalement opposées. Faut vraiment saisir à quel point ce dilemme est crucial, surtout dans le monde de la tech. Il faut absolument comprendre un concept économique clé, ce qu'on appelle les effets de réseau. Les externalités de réseau, ça peut paraître un peu barbare comme terme, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que plus un produit est utilisé par un grand nombre de personnes, plus il a de la valeur pour chaque personne qui l'utilise. C'est un cercle vertueux qui peut devenir incroyablement puissant. L'exemple parfait, c'est le fax. Le tout premier fax qui a été vendu ne servait à rien, absolument à rien. Mais dès que des milliers d'entreprises en ont eu un, sa valeur a explosé. C'est ça la magie. Ou la tyrannie, ça dépend du point de vue, de l'effet de réseau. Et c'est précisément pour ça que le choix entre contrôle et ouverture est si décisif. Bon, voyons ce qui arrive quand on pousse le curseur du contrôle beaucoup trop loin. L'histoire de la société Rambus est une leçon incroyable sur les dangers d'une protection à outrance. Alors, imaginez la scène. Milieu des années 90, une société, Rambus, a la technologie de mémoire la plus rapide du monde, la RDRAM. En 96, ils signent un contrat de rêve avec le géant Intel pour le futur processeur Pentium 4. Ils se sentent alors intouchables et ils décident de tout verrouiller pour maximiser les profits avec des royalties très très élevées. Sauf qu'en 2000, au moment du lancement, c'est la catastrophe. Des bugs, des prix qui crèvent le plafond. L'échec est tellement énorme qu'en quelques mois à peine, même leur partenaire en or, Intel, les lâche publiquement. Mais alors, qu'est-ce qui a cloché? En fait, Rambus a littéralement scié la branche sur laquelle l'entreprise était assise. En exigeant des royalties si chères, ils ont découragé tous les autres de produire leur mémoire. Résultat, pas assez de produits, donc des pénuries et des prix qui explosent. Pire encore, les problèmes techniques, au lieu d'être résolus par un écosystème, ont coûté une fortune à Intel, qui s'est retrouvé seul à gérer la situation. Pendant ce temps-là, le reste de l'industrie, lui, s'est mis d'accord sur une alternative. La mémoire DDR, bien plus ouverte et bien moins chère. Ils ont tout simplement tué leurs propres standards. La leçon est vraiment brutale. Rambus avait un accord en or qui lui garantissait potentiellement 80% du marché des mémoires pour PC. Mais en voulant tellement tout contrôler, en voulant étrangler l'écosystème pour maximiser ses profits, l'entreprise a tout simplement fait disparaître le marché pour sa propre technologie. Allez, passons maintenant à l'extrême opposé. Que se passe-t-il quand on ne protège pas assez son innovation? Et pour ça, il faut qu'on se penche sur l'histoire d'IBM et de l'invention qui a changé nos vies, le PC. Au début des années 80, pour sortir son PC le plus vite possible, IBM a fait un choix qui s'est avéré décisif. Utiliser des composants standards, fabriqués par d'autres comme Intel et Microsoft. La seule chose qu'ils gardaient pour eux, c'était le BIOS, ce petit logiciel qui lance l'ordinateur. Le problème, dès 1983, une petite start-up nommée Compaq a réussi à le copier légalement. Et là, ça a été le début de l'ère des clones. En à peine 5 ans, IBM, qui avait créé le marché, s'est retrouvé minoritaire. Leur tentative de refermer le système en 87 est arrivée beaucoup trop tard. C'était fini. Il faut quand même reconnaître une chose. Cette stratégie d'ouverture d'IBM, même si elle n'était pas vraiment voulue, a été un succès incroyable pour une chose, créer un standard et un marché de masse. Le PC est devenu une plateforme que tout le monde utilisait. Mais voilà tout le problème. Le standard qu'ils ont créé a surtout profité aux autres, en particulier à Intel et Microsoft. Avec une protection aussi faible, aussi mince, c'est comme si IBM avait planté un arbre magnifique, mais n'avait pas pu en récolter les fruits. Ils ont créé le gâteau, mais au final, ils n'en ont eu qu'une toute petite miette. Ok, on a donc vu les deux extrêmes. Trop de contrôle avec Rambus, pas assez avec IBM. Mais alors, est-ce qu'il y a une voie du milieu? La réponse est oui. Et pour ça, la meilleure des leçons, c'est Intel qui nous la donne. Ce qui est absolument fascinant avec Intel, c'est leur capacité à changer de fusil d'épaule en fonction de leurs objectifs. Au tout début, pour que leur architecture x86 devienne la norme du PC, ils ont ouvert les vannes, ils ont donné des licences à tout le monde. Et puis, une fois que le standard était bien installé, hop, changement radical.
Fini les licences pour les nouvelles puces et ils se sont mis à attaquer en justice tous ceux qui copiaient. Et enfin, une fois en position de force, ils ont adopté une approche hybride. Ils partageaient certaines technologies pour aider l'écosystème à grandir, tout en gardant leurs innovations les plus précieuses pour eux. Mais attention, la stratégie juridique d'Intel, ce n'était que la moitié du plan. Leur véritable arme secrète, c'était une vitesse d'innovation absolument folle. En à peine 10 ans, regardez ce tableau, ils ont multiplié la puissance de leurs puces par 50. C'était une course que les concurrents ne pouvaient tout simplement pas suivre. Cette avance technologique écrasante, c'était ça leur meilleure protection. Et voilà la clé du succès d'Intel. Ce n'était pas une politique rigide, gravée dans le marbre, non. C'était une approche dynamique, un ajustement permanent entre l'ouverture et le contrôle. Ils ont su jouer sur les deux tableaux avec une précision d'horloger. Bon, après avoir exploré ces 3 histoires assez incroyables, qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement ? Essayons de distiller les leçons les plus importantes de ces stratégies de propriété intellectuelle. Au fond, est-ce qu'il existe une recette miracle ? Eh bien, pas vraiment. Mais on peut quand même dégager des grands principes, des idées directrices qui sont, elles, très claires. La première leçon, elle est limpide. Il ne faut pas choisir un camp ou l'autre. Une politique hybride qui sait mélanger protection et ouverture est presque toujours plus efficace. Deuxièmement, les différents outils, brevets, droits d'auteur, marques, il faut les voir comme une boîte à outils et les utiliser ensemble pour construire une forteresse, pas juste un petit mur. Et enfin, et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes, une stratégie de propriété intellectuelle, ça ne doit jamais être figé. Elle doit être vivante, dynamique et s'adapter sans arrêt au marché et aux objectifs de l'entreprise. Et ce schéma, il illustre parfaitement cette idée finale. La gestion de la propriété intellectuelle, ce n'est pas juste une affaire d'avocat, un truc isolé dans un coin de l'entreprise. Non, ça doit être au cœur de la stratégie globale, en dialogue permanent avec la technologie, le marketing et bien sûr la concurrence. C'est un outil stratégique au service des ambitions de l'entreprise. En fin de compte, que nous apprennent toutes ces histoires ? Qu'une invention, même la plus brillante du monde, ne vaut pas grand-chose toute seule. Sans une stratégie intelligente pour la protéger, mais aussi pour la diffuser, la meilleure technologie du monde peut finir aux oubliettes. La vraie leçon, c'est peut-être celle-ci. L'innovation la plus importante, ce n'est pas le produit lui-même, c'est la stratégie qui va le porter.